On l'écoute tout de suite en direct. Ce qui menace de plonger ce pays que nous aimons dans une crise profonde qui peut entraîner une crise pour l'ensemble de l'Union. Hier encore, la Chambre des représentants des États-Unis a voté un budget de guerre contre le président Obama, un budget qui refuse l'établissement de la sécurité sociale aux États-Unis. Et si ce budget n'est pas corrigé avant mardi soir, il n'y aura plus de possibilité pour l'action publique aux États-Unis et notamment pas pour payer les fonctionnaires. Ce qui veut dire que une très grande partie de l'économie du monde peut se trouver bouleversée par une crise institutionnelle. On espère qu'elle n'aura pas lieu, mais pour dire la gravité des choses, le Congrès a voté une loi exceptionnelle pour que les militaires puissent être payés. C'est dire à quel point la totalité de l'action publique est menacée. Et ces avertissements, ces nouvelles, ces risques, ces mines sous nos pas, elles interviennent où elles sont placées à un moment où nous venons, nous Français, de recevoir une leçon qui est une leçon extrêmement éclairante qui vient de l'autre côté du Rhin. L'Allemagne, notre voisin et notre partenaire, vient de voter pour reconduire triomphalement Angela Merkel, pour lui apporter un score qui lui offre presque, le presque est très important, la majorité absolue. Ce qui veut dire aussi que l'Allemagne va être obligée de rechercher les voies et les moyens d'une coalition qui fera que les deux grandes forces politiques accepteront de partager la charge, la responsabilité, non seulement du pouvoir, mais du pays. Et c'est une nouvelle très impressionnante pour nous, parce que cela met en évidence une réalité qui est chez nous très souvent niée. Vous savez bien ce qu'on entendait depuis longtemps, c'était « on ne peut pas faire une politique courageuse en période de crise parce que les peuples vous renvoient à la prochaine élection ». Il y a incompatibilité entre le courage et le soutien des peuples. Or, ce qu'a montré Angela Merkel, et je crois que nous lui devons pour cette leçon de la reconnaissance, je pense qu'Angela Merkel est quelqu'un qui sert à la fois une certaine idée de l'Europe et une certaine idée de la politique. Ce qu'a montré Angela Merkel, c'était que le courage et le soutien populaire pouvaient aller ensemble. C'est une grande leçon pour la France, et si vous le permettez, c'est une leçon que nous essayons de propager depuis longtemps dans notre pays. Courage et soutien populaire, non seulement cela peut aller ensemble, mais nous croyons, nous, que le soutien populaire vient quand les gouvernants sont courageux. Si les gouvernants ne le sont pas, il n'y a pas de soutien populaire. Alors notre conviction à nous, elle est claire, tout le monde la connaît, c'est que le courage doit passer en premier. Parce que si le courage n'est pas au rendez-vous dans des périodes comme celle-ci, alors vous pouvez dire aux gouvernants « vous n'êtes pas à la hauteur de la confiance que les citoyens vous ont faite ». Et nous ajoutons, nous, ça n'est pas parce que vous êtes courageux que vous serez impopulaire, c'est parce que vous renoncerez au courage, par peur de l'impopularité, que les peuples vous jugeront inconséquent et léger et qu'alors vous deviendrez vraiment impopulaire. Pour nous, c'est ce mécanisme qui a apporté le succès à Angela Merkel. Et c'est
ce qui manque si cruellement en France. Car quand on regarde les courbes de soutien, de popularité du gouvernement, ce qui est grave, ce qui est attristant, ce n'est pas que nos gouvernements soient impopulaires, c'est qu'ils soient impopulaires sans courage, sans l'action, sans prise sur les réalités du pays, sans préparation volontaire de l'avenir. Il y a des millions de Français, pour beaucoup nous en étions, qui attendaient que François Hollande, désormais à la tête de tous les pouvoirs dans le pays, non seulement rompe avec la pente sur laquelle Nicolas Sarkozy s'était laissé entraîner, mais qu'il s'engage enfin dans l'effort nécessaire et urgent pour la reconstruction du pays. Et c'est précisément sur ce point que la déception du pays aujourd'hui se fait entendre, toujours plus grave. Je voudrais vous rappeler un chiffre pour mesurer cette déception. François Hollande a été élu par 52% des Français, ce qui faisait 18 millions de voix. Il a aujourd'hui 23% de soutien, ce qui représente à peu près 8 millions de Français, 10 millions de conscience de citoyens se sont éloignés du président de la République dans les 18 mois qui viennent de s'écouler. Et cette déception-là, nous la ressentons. Nous la ressentons pas parce que nous avions des illusions, mais parce que ce que François Hollande avait dit au pays était, pour moi, assez clair. Au moins ce qu'il avait laissé entendre à tous les citoyens qui s'interrogeaient sur le vote qu'ils devaient exprimer. Il leur avait dit « Je serai ce qu'on appelle social-démocrate, c'est-à-dire que je serai réformiste. Je serai même le premier dirigeant du Parti socialiste à faire œuvre réformiste. Dès la première année, je ramènerai le déficit du pays au-dessous de 3%. À la rentrée 2013, je ferai ce qui n'a jamais été fait, la réforme des retraites, pas seulement pour Bruxelles, mais pour nous. J'aurai le courage de faire cette réforme et on verra enfin qu'un président de gauche peut assumer les réformes pour le pays. » Eh bien, sur ces points, je suis au regret de le dire, les promesses ont été oubliées et le président de la République n'est pas au rendez-vous des promesses qu'il avait faites. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine et qui montre que 75% des Français jugent que la réforme des retraites n'est pas adaptée à la situation de notre pays. 75%. Une nouvelle fois, parce que je n'oublie pas que ça a été le cas aussi des gouvernements précédents, une nouvelle fois, on a usé de rustine, parce que je ne peux pas appeler autrement que rustine la décision d'augmenter de 0,15% les cotisations et puis après 0,05 dans les années qui viennent et de reporter, de limiter la question de la réforme des retraites à l'allongement de la durée de cotisation, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de faire, et de la reporter à 2035, dans 22 ans. Ça n'est pas ce que j'appelle une réforme des retraites. Et c'est la raison pour laquelle tant de Français, y compris pensionnés, sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir. Et donc, de ce point de vue-là, notre déception, la déception du peuple français est grande. Nous pensions, et pas seulement nous, j'ai lu des contributions nombreuses, nous pensions qu'on pouvait penser une réforme durable. Durable, j'aime que ce mot soit utile ou utilisé en même temps pour ce qui touche à l'écologie que pour ce qui touche à l'équilibre du pays et de ses finances et au fond de ses générations. De plus en plus nombreux sont ceux qui s'accordent sur des principes qui désormais rassemblent au lieu de séparer. Le principe d'un système qui soit individualisé,
souple, dans lequel chacun des Français, à chaque moment de sa vie, puisse savoir, même les plus jeunes, à chaque moment de sa vie, puisse savoir où il en est de sa future retraite, pour décider librement de la date du départ à la retraite. En vérité, il n'y a même pas besoin d'âge légal si vous avez une connaissance parfaite de ce que seront les conditions de votre pension, que ce régime soit équilibré, géré par les partenaires sociaux qui décident de la valeur du point, et dans le temps, systématiquement équilibré, de manière que plus personne ne puisse craindre pour ses retraites. En plus, il est souple, il est adaptable. Et ce système par points, on pouvait non pas l'établir d'un seul coup, mais au moins le dessiner pour qu'en plusieurs années on y arrive. On prend 6 ans, on prend 8 ans. Il y a des pays qui ont pris plus, mais nous n'avons plus le temps d'attendre. Et à ce moment-là, les mesures temporaires prennent du sens. Mais les rustines sur une roue ou sur un pneu qui fuit de partout, ça ne sert à rien. Il faut d'abord rénover l'ensemble pour qu'on puisse le sauver durablement. Eh bien, par peur d'une réforme courageuse, le gouvernement a choisi de renoncer à la réforme. Malgré de très grandes campagnes de communication qui ont dit à la rentrée, vous verrez. Eh bien, ce renoncement à la réforme est, à mon sens, une promesse d'échec pour le gouvernement. Et nous sommes de ceux qui, au contraire, veulent porter la refondation de notre système de retraite. Alors, c'est un exemple, c'est un signal, et ce signal n'est pas bon, qui permet à chacun de juger de l'état du pays, et c'est de cet état du pays que je voudrais maintenant vous dire un mot. Je n'ai pas souvenir d'une crise qui ait à ce point engagé chacun des citoyens dans chacun des aspects de sa vie. Hier soir, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas là, il y a eu un face-à-face extraordinaire sur notre tribune entre 2 hommes qui ont choisi de partir à pied sur les routes de France, en marchant, pour juger de l'état du pays, pour rencontrer la réalité de l'état du pays. Et Axel Kahn, le grand savant, le grand généticien, et Jean Lassalle, notre ami député, les deux ont fait ensemble à cette tribune un constat impressionnant. Marielle vient d'en parler à l'instant. Et ce constat, c'est le constat d'un pays qui, jusque dans chacune de ses cellules familiales, jusque dans chacune de ses collectivités locales, y compris les plus petites et les plus paisibles, ce pays est dans un état d'absolu désarroi. Pas seulement d'absolu désarroi, d'absolue révolte à l'égard de ceux qui le gouvernent ou sont censés le gouverner, qui le représentent ou sont censés le représenter. Et l'un d'entre eux, Axel Kahn, a utilisé un mot que j'ai trouvé impressionnant et profondément juste. Il a dit « Nous sommes un pays en état de sécession. Sécession du peuple, révolte du peuple contre ses gouvernants, contre ceux qui auraient la charge, au contraire, d'orienter son destin et de le rassurer. » Alors, ça n'est pas un jugement politique que je porte là, c'est un jugement historique sur l'affaiblissement de la France, sur l'espèce de dénutrition du tissu social qui n'est plus nourri et qui ne paraît plus, le tissu institutionnel, le tissu civique, qui ne paraît plus légitime, et d'abord pour la première raison, c'est qu'il apparaît comme impuissant. Si je prends les problèmes que nous vivons de la France, de son État, alors je commence par ça, vous comprendrez pourquoi. L'illettrisme.
nous nous enfonçons sans cesse dans les études qui jugent la capacité élémentaire d'un pays à transmettre à ses enfants la lecture et l'écriture et le calcul élémentaire. Et quand on parle avec les professeurs de collège, même pas des quartiers les plus difficiles, mais les professeurs de collège en France, alors on a des réalités qui sont presque hallucinantes et qui en tout cas sont très profondément perturbantes, de classes où la grande majorité des élèves ne maîtrisent pas ce qu'on était censé maîtriser, allez, à la fin du cours élémentaire ou au début du cours moyen. C'est ça l'état du pays. Illettrisme, chômage, excusez-moi, chômage par discrimination. Essayez de trouver un travail quand vous avez, je suis terrifié à l'idée de dire ça, quand vous avez plus de 45 ans. 45 ans, vous verrez très vite, enfin, assez vite. 45 ans, c'est la jeunesse. Et on vous dit âgé, et parfois trop âgé. Et alors quand vous avez 50 ans, 55 ans, 60 ans, que vous venez, ça arrive souvent de refaire une famille, vous voyez les portes qui se ferment devant vous. Chômage par discrimination. Formation professionnelle dans notre pays. Il y a 25 ans que nous entendons porter un jugement sévère sur la qualité, ou plutôt l'absence de qualité, de pertinence de la formation professionnelle, avec cependant des dizaines de milliards qui sont le financement de cette formation professionnelle et dont il arrive parfois, assez souvent, qu'elle serve un peu à autre chose. La formation professionnelle, la place de l'entreprise, l'inquiétude de l'entreprise devant le maquis, le labyrinthe fiscal, social, tous ces textes dans lesquels il est impossible, une chef d'entreprise, Marguerite, qui était à cette tribune lors du débat sur l'économie, elle dit, vous trompez pas, elle disait ici, sur le fauteuil, vous trompez pas, tout le monde nous parle de simplification. Eh bien, les dossiers de candidature à des marchés publics, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus difficiles, de plus en plus impossibles à remplir. Place de l'entreprise. Et absence de reconnaissance. L'overdose fiscale. C'est presque 50% des foyers français, des foyers fiscaux français, qui ont vu leurs impôts augmenter de manière extrêmement lourde et quelquefois un choc à la lecture de la feuille d'impôt. Ce n'est pas seulement quelques dizaines d'euros de plus, ce qui serait pour beaucoup de familles déjà lourd, mais et je vois le nombre de ceux qui, dans la salle, c'est amusant, s'il y avait eu un plan d'ensemble, font comme ça. Hein, la tribune aussi. L'overdose fiscale. Le jeune garçon qui m'abordait l'autre jour et qui disait « C'est mon premier salaire, c'est ma première feuille d'impôt et ce que je dois payer. » Et il me disait « J'ai comparé avec des copains des pays voisins. Notre charge à nous est beaucoup plus dure. » Overdose fiscale. L'embarras de l'État avec l'ensemble des administrations. Franchement, ce sera une des fautes les plus lourdes de la série des gouvernements, et spécialement de ce gouvernement-ci, que d'avoir refusé de simplifier les administrations en France. Nous avions proposé une idée qui avait été, heureusement, Michel, reprise par le gouvernement précédent, qui était le rapprochement des départements et des régions pour faire une seule collectivité publique et une seule administration pour être plus efficace et pour faire des économies. On appelait ça le conseiller territorial. Je n'avais pas eu beaucoup d'occasions de féliciter le gouvernement précédent, peut-être pas assez, peut-être était-ce, de mon point de vue, ou du sien, une incompréhension, mais au moins sur ce point, quelque chose avait été fait. Qu'a fait le gouvernement socialiste en arrivant?
sous la pression de ces lobbies internes, de l'association des présidents de conseils régionaux, de l'association des présidents de conseils généraux, et il faut y ajouter l'ensemble des autres collectivités publiques, il a renoncé à la réforme, il l'a rayée d'un trait de plume, et on est reparti dans une complexification croissante. C'est de l'impuissance qu'on organise. C'est du blocage ou de l'auto-blocage dans lequel on enferme le peuple français. Et tout cela, toutes les injustices, toutes les impuissances et toutes les injustices qui vont avec, je viens de vous en citer quelques-unes. Eh bien, c'est un désespoir pour les citoyens. Parce que, à chacun des problèmes que nous énonçons, il existe, nous le croyons, des réponses concrètes et pratiques. Je veux vous en donner quelques-unes pour ne pas que l'impression soit donnée à ceux qui nous écoutent que nous n'avons que des critiques, nous avons au contraire une vision pratique de ce qu'il faudrait faire et qu'on pourrait faire vite. Il y a l'école. Alors le ministre de l'Éducation nationale a focalisé l'action publique sur les rythmes scolaires, ce qui crée un très grand nombre de désorganisations, ce qui coûte extrêmement cher et dont, je vous le dis tout bas, je ne pense pas une seconde que ça puisse améliorer la capacité de lecture ou d'écriture des jeunes Français. Je ne crois pas que des 2 ateliers par semaine je ne crois pas que 2 ateliers par semaine consacrés au petit bonheur la chance, dans la plupart des communes, à des activités, je ne sais pas, ludiques ou... je ne crois pas qu'il y ait là la réponse à cet immense problème de transmission des connaissances ou des outils que nous avons. Et je crois au contraire que la politique de l'éducation nationale devrait être concentrée, focalisée sur le seul sujet qui compte, c'est-à-dire la pédagogie, la transmission, la méthode des maîtres devant leurs élèves, qui fait qu'il y a des classes entières dans lesquelles les élèves réussissent à acquérir le niveau qu'on attend d'eux, et des classes entières où, hélas, ils y échouent. Je crois à ce travail profond, scientifique, sur la transmission, la pratique des maîtres, les nouvelles technologies de l'écran, du numérique, de la simulation qui peuvent être un formidable soutien aux enseignants. Je ne sais pas vous, mais j'ai vu pendant l'été, je ne veux pas faire de la publicité gratuite, j'ai vu pendant l'été à la télévision des émissions historiques en particulier, formidables, pédagogiquement formidables. J'ai aucune action dans la société de production, mais j'ai trouvé que les émissions de Stéphane Bern, qui étaient très grand public, apportaient quelque chose qui, pour moi qui aime l'histoire, était formidablement éclairant. Et je me disais, si les élèves, et même parfois les maîtres, avaient à disposition de tels outils, je crois que beaucoup de choses avanceraient. Je ne pense pas une seconde qu'ils puissent remplacer les maîtres. Mais je pense qu'ils peuvent être un formidable soutien aux maîtres, à la pédagogie, à la classe, peut-être faire en sorte que les heures de service puissent être mieux utilisées, bref, qu'on trouve de nouveaux équilibres. Eh bien, je vous le dis, en 3 ans, je suis certain qu'on peut obtenir un résultat et en 5 ans, une amélioration majeure. Je veux avancer devant vous une de ces idées pratiques sur le chômage. C'est un scandale brûlant et enflammé que le chômage de longue durée. Parce que très vite intervient un phénomène que nous connaissons bien, qui est terriblement douloureux pour ceux qui le vivent et pour leur entourage. C'est que ceux qui en sont victimes, c'est le hasard. Personne ne peut prétendre que ceux qui ont un travail sécurisé ont plus de valeur professionnelle que ceux à qui il arrive la malchance du chômage. Personne ne peut le prétendre. Eh bien, en quelques mois,
intervient la perte de confiance en soi. Le fait qu'on ne se regarde plus de la même manière, le fait qu'on se replie, le fait qu'on n'ose plus sortir pour regarder les autres. Un de mes amis qui a été atteint par ça, cadre supérieur important, il me dit « je ne vais plus au rugby parce que je ne veux pas qu'on me demande dans la tribune ce que je fais ». Et donc, cette perte de confiance, alors c'est la chose la plus effrayante. Et je vous le dis, si on attend que la croissance, la création naturelle des emplois résolve cette question, offre une porte de sortie, je crois qu'on risque d'attendre longtemps. Il faut un plan Marshall sur le chômage de longue durée, au moins sur le chômage de longue durée. Alors je vais reprendre en l'adaptant une idée qui n'est peut-être pas en théorie économique absolument orthodoxe, je sais très bien qu'elle est discutable, en théorie économique, mais en pratique humaine, je suis prêt à la défendre mordicus. C'est, en l'adaptant au chômage de longue durée, l'idée dont j'avais fait un des socles du programme que, en 2007, j'avais présenté aux Français et en 2012 aussi. Je demande que l'on propose à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de créer la possibilité de créer tout de suite 2 emplois dont on lui garantira qu'ils ne paieront pas de charges du tout pendant 3 ans. 2 emplois sans charge, quelle que soit la taille de l'entreprise. Vous voyez que c'est une aide beaucoup plus importante pour les petites entreprises, pour les moyennes que pour les très grandes. Puisque ça n'est pas proportionnel à la taille de l'entreprise, c'est une enveloppe pour chaque entreprise. À condition que ces emplois soient proposés à des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 année. C'est une attaque directe, une action directe contre le chômage de longue durée avec une proposition pratique et réalisable immédiatement. Alors vous allez me dire, comment le finance-t-on? Et moi je vous propose un financement. On a voté, en plusieurs étapes, le gouvernement précédent, le gouvernement actuel, on a voté une augmentation de la TVA qui va intervenir au 1er janvier 2014. Je propose que le fruit de cette augmentation de la TVA soit entièrement concentré sur le plan Marshall contre le chômage de longue durée que je propose devant vous. Ainsi, il y aura... Les gens sauront pourquoi on augmente cette taxe. Naturellement, ils devront faire un effort, mais ils sauront que c'est une solidarité directe dirigée vers ceux parmi eux, jeunes et moins jeunes, et plus jeunes du tout, qui sont dans la situation la plus précaire. Et ce sera une aide efficace et directe à apporter aux entreprises dans notre pays. Je propose une idée pratique qui tient aux administrations et à l'augmentation perpétuelle des renseignements formulaires qu'on demande de remplir, notamment en direction des entreprises. Niché au cœur des mémoires informatiques de toutes les administrations, fiscales, sociales et de tous ordres. Il y a tous les renseignements nécessaires. Mais ces bases de données ne communiquent pas entre elles. Je propose que ce soit désormais à l'administration, au moins pour faire un vrai essai grandeur nature, que revienne la charge de remplir les papiers, à l'administration la charge de remplir les papiers, et aux assujettis la charge d'en contrôler la véracité. On nous demande aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous apporte la preuve qu'ils ont tous les renseignements, puisqu'ils contrôlent la véracité des déclarations. Eh bien, inversons la charge de la preuve, que l'administration remplisse les papiers et que les assujettis en contrôlent l'exactitude.
que pour le droit du travail, Robert, que pour le droit du travail. Non, mais c'est parce que tu es un expert du sujet. Que pour le droit du travail, on se fixe la mission et l'objectif à droit constant de ramasser en un texte de quelques 200 pages. J'ai montré à la télévision une fois le droit du travail suisse. Je rappelle qu'il n'y a pas de chômage en Suisse. Je ne dis pas que c'est la conséquence directe d'avoir un droit du travail qui est dans un petit volume comme ça, que tout le monde peut emporter et lire. Mais si ça n'est pas une conséquence directe, en tout cas, ça n'est pas une circonstance gênante. Ça a favorisé l'éclosion de centaines de milliers d'emplois. Et bien que nous nous fixions la charge d'écrire, il y a ici des juristes éminents, des jurisconsultes tout aussi éminents, qu'on se fixe la charge d'écrire en un texte de la manière la plus lisible et compréhensible possible les codes qui pour l'instant sont illisibles, particulièrement par les petites entreprises, particulièrement par les artisans, qui sont évidemment égarés dans le labyrinthe qu'on a créé pour eux. 200 pages pour le droit du travail, compréhensible par le PME et l'artisan, et qu'on écrirait de manière consensuelle, en considérant que ce n'est pas l'État contre les syndicats, l'administration, que c'est un devoir partagé que nous devons tous ensemble mener à bien pour que ceux qui n'ont pas la puissance des grandes DRH ou des grands avocats sociaux puissent avoir accès à la réalité sociale de leur pays. Et je reprends l'exemple comme quatrième solution pratique, c'est pour parler pratique que l'on fusionne. Au premier rang, on dit ça, il n'arrivera jamais à le faire. Parce qu'on n'a pas décidé de le faire. Si on attend qu'en effet les choses se fassent toutes seules, il n'y a aucune chance que nous puissions arriver aux objectifs que nous nous fixons. Si nous considérons tous ensemble qu'un droit du travail léger et compréhensible est un atout pour les entreprises et pour l'emploi, alors je propose qu'on le fasse sans se laisser arrêter par les obstacles illusoires que nous dressons constamment devant notre propre action. Et idem, que nos parlementaires réfléchissent à proposer au Parlement cette simplification des collectivités locales, cette fusion au minimum des départements et des régions, dans lesquelles Michel Mercier, qui a, avec Gérard Collomb, porté l'idée d'une métropole lyonnaise, peut parfaitement intégrer les métropoles qui seraient, au fond, les équivalents urbains des départements dans un monde qui l'est moins, avec des charges qui seraient les mêmes. On aurait une fédération de ces collectivités locales dans les régions, et cette fusion, elle permettrait de faire que le citoyen s'y retrouve, que ça coûte moins cher et que ça devienne plus efficace. Quatrième idée pratique. Et nous pouvons, ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais nous pourrions ainsi décliner chapitre par chapitre dans le domaine de la santé. Peut-être, j'hésite à le dire devant Christophe Reignard et Michel Mercier, peut-être même dans l'administration de la justice. Moi, quand j'ai visité les tribunaux, ce que m'ont dit les magistrats, c'est « vous ne pouvez pas savoir, monsieur, le chemin de croix que c'est pour acheter un code ou une ampoule. Parce qu'il faut passer par la Commission nationale des marchés publics, je ne sais pas comment ça s'appelle, alors qu'il suffirait que nous allions l'acheter, que nous déposions la facture et l'affaire serait réglée. » C'est ce que, en tout cas, les magistrats m'ont dit. Je suis persuadé que dans tous les domaines d'action du pays, il y a du pratique pour entraîner une vraie révolution positive. Je voudrais que vous entendiez bien ce que j'essaie de vous dire. Tout ce que je décris devant vous, ça n'est pas faire des économies à la serpette pour que l'action publique soit toujours moins présente et toujours moins efficace. C'est le contraire. Ça n'est pas pour servir moins, c'est pour servir mieux. Parce que, bien qu'étant
bien qu'étant dans notre pays les recordmen d'Europe et même les recordmen du monde de la place de la dépense publique dans le produit intérieur de la nation, on a dépassé maintenant 57%, 57,1 ou 2, record absolu. Est-ce que vous croyez que la France est mieux gérée, mieux administrée, que les services publics sont plus efficaces que dans les pays, certains pays qui nous entourent, qui dépensent, écoutez bien, 20% de moins? Parce qu'un certain nombre de pays, au lieu d'être à une dépense publique de 57, sont l'Allemagne, par exemple, mais je ne la cite pas absolument en exemple, tout ça, il faudrait voir les périmètres. Au lieu d'être à 57, ils sont à 47, 10 points de moins, et 10 points sur 50, ça fait 1/5 de dépenses en moins, 20%. Eh bien, écoutez, imaginez ce qu'on pourrait faire en action publique ou en économie avec 20% de ressources disponibles que nous pourrions, soit par lesquelles nous pourrions alléger notre déficit, notre dette et nos impôts, ou par lesquelles nous pourrions même prévoir un certain nombre d'actions nouvelles et qui pour l'instant n'existent pas. C'est l'esprit réformateur qui manque. Et je suis persuadé que la politique actuellement suivie, un peu suivie par le gouvernement précédent aussi, il faut bien le dire, mais la politique actuellement suivie, qui prétend obtenir des économies sans faire les réformes de fond, les réformes de structure, comme on dit dans le langage, les réformes qui touchent aux fondations et à l'architecture même de l'action publique, de l'État, des collectivités locales et de l'administration de la sécurité sociale, si l'on prétend économiser sans rien changer, on obtiendra deux choses. On obtiendra une action publique déstabilisée et on obtiendra, au bout du compte, pas les économies qu'on avait promises. Et donc je dis que c'est l'esprit réformateur qui est le plus important. Et je ne propose pas que cet esprit réformateur, vous allez retrouver là une de mes marottes, je demande pardon à l'avance parce que vous allez dire encore, il nous dit ça, mais je ne propose pas que cet esprit réformateur, il s'arrête à l'action publique. Mais il y a par exemple un certain nombre de grandes entreprises privées chargées de services publics, je pense à l'électricité, je pense au téléphone, je pense à un certain nombre d'autres services publics qui sont devenus totalement opaques aux citoyens. La seule chose qu'ils voient, c'est l'augmentation des factures. Mais essayez de téléphoner au serveur automatique par lequel vous devez pouvoir rencontrer normalement un conseiller pour l'électricité ou pour le téléphone. Normalement, c'est là que la communication devrait être la plus fluide, n'est-ce pas? C'est leur métier. Eh bien, la certitude que j'ai, c'est que cela est autant de découragement pour le citoyen, pour l'entrepreneur et pour l'entreprise qu'elle l'est pour le jeune. Et les jeunes encore, ils sont très familiers des réseaux. Mais songez à quelqu'un qui est septuagénaire, quelquefois octogénaire, qui n'y voit pas bien, qui n'entend pas bien, qui ne connaît pas tous ces mots, qui est incapable de déchiffrer des factures qui sont tellement compliquées. Eh bien, je dis que c'est de la discrimination et que c'est de la non-assistance à personne en danger que nous avons pratiqué en faisant en sorte que les grands services publics du pays soient imperméables aux usagers et aux citoyens qui auraient le droit de comprendre, de savoir et d'accéder à ceux qui sont censés les servir. Bon, toutes ces réformes, elles sont oubliées ou même pas envisagées, et je dis que c'est l'esprit réformateur qui manque le plus. Même quand des promesses ont été faites de manière certaine. Permettez-moi de consacrer quelques paragraphes à la prétendue grande loi de moralisation de la vie publique qui avait été un des objets, des promesses du président de la République. Et donc, cette grande loi de moralisation de la vie publique, nous demandions des choses très simples. Nous demandions qu'on traite et règle tout de suite, comme on l'avait laissé entendre, la question du cumul des mandats. C'est une question, je reconnais qu'elle mérite discussion. Je suis absolument certain qu'on aurait peut-être même pu apporter d'autres réponses.
Mais à force de lanterner les gens en affirmant que c'était fait et que d'urgence, on allait régler la question du cumul des mandats, il suffit aujourd'hui de faire la liste des députés socialistes, par exemple, qui sont candidats à des collectivités locales, cette année comme maire, l'an prochain comme président de conseil général ou régional, et de confronter cette liste avec l'affirmation dont on avait assuré les Français que chacun d'entre eux avait déposé, signé entre les mains de Martine Aubry, un engagement sur l'honneur d'avoir réglé pour eux-mêmes la question du cumul des mandats au 1er septembre 2012. Eh bien, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013, nous sommes en 2014, nous allons être en 2015, et ils se représentent comme devant, porte-en-beau, comme s'ils n'avaient pas manqué à l'une des promesses les plus formelles qu'ils avaient faites aux Français et les plus faciles à tenir, parce qu'elles ne coûtent rien, elles peuvent même rapporter. Et comment prétendent avoir fait? Tiens, dans la loi de moralisation, il y avait, paraît-il, la communication des patrimoines. Moi, j'ai rien pour, j'ai rien contre. Je considère que ce n'est pas un sujet essentiel. Le mien a été publié depuis longtemps. Et nul Français n'a même ignoré que j'avais des tracteurs. Donc, ce n'est pas un sujet auquel... Mais il y avait promesse formelle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la loi? Oui, on peut consulter le patrimoine des élus, mais si jamais, étant allé à la préfecture pour le consulter, vous le répétez à votre voisin, vous avez 45 000 € d'amende et je ne sais quel quantum de peine supplémentaire. Je ne sais pas si on les envoie en prison, ceux qui auraient eu... Peut-être on peut leur donner des travaux d'intérêt général et une contrainte pénale. Et nous avancions une idée, j'avançais une idée à laquelle je suis très attaché, qui est une idée pour moi absolument essentielle. En ces temps d'overdose fiscale, ce sont les parlementaires qui votent l'impôt, n'est-ce pas? Eh bien, la première règle d'égalité républicaine que je voudrais voir respectée en France, c'est que les parlementaires qui votent l'impôt soient soumis aux mêmes règles fiscales que tous les autres contribuables français. Alors, entendez-moi bien, il y a à peu près la moitié des indemnités qui n'est pas soumis à l'impôt et sur lesquelles il n'y a pas de déclaration à faire. Je sais très bien que, notamment pour les parlementaires qui n'ont qu'un seul mandat, bien sûr, il y a des frais, il y a des dépenses, mais qu'on les déclare. Comme on demande au VRP de déposer la facture des repas qu'il est obligé d'assumer ou les notes d'hôtel qui sont les siennes, qu'il y ait la même règle pour tous les Français et d'abord pour ceux qui décident à la place des autres. C'est quand même pas une chose compliquée. Alors, je n'ignore pas qu'il y a eu un amendement, comme les autres années, déposé par l'un de nos amis qui est Charles de Courson, qui imposait cette fiscalisation. Et le Parlement, dans son ensemble, surtout les deux principaux groupes, a décidé qu'il n'en était pas question, que, paraît-il, les libertés parlementaires étaient en jeu. Tu parles ? Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les libertés parlementaires, ce sont des privilèges indus. Ils ont voté contre. Alors on va me dire, mais au fond, c'est les parlementaires qui n'ont pas voulu. Mes chers amis, j'avais traité cette question par écrit dans les échanges que j'avais eus avec François Hollande entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et il m'a écrit, je ne parle pas de parole verbale, il m'a écrit que si les parlementaires freinaient
l'installation d'une loi de moralisation de la vie publique, il ferait, comme je le demandais, un référendum pour s'adresser aux Français et que ce soit les citoyens qui tranchent de cette question. Il l'a promis, il l'a écrit, je demande qu'il le fasse. Voilà pour ce qui m'a séparé de François Hollande dans les mois écoulés. Autrement dit, comme ces 10 millions de Français que j'ai cités, autrement dit, j'ai cru qu'il était différent de son parti sur ce point. J'ai cru qu'il était un réformiste. Il avait d'ailleurs été un Delorien. Et j'ai, comme vous le savez, beaucoup d'affection pour Jacques Delors. Je viens de le relire parce que c'était l'anniversaire de son prononcé, le discours de la nouvelle société que Jacques Delors avait écrit avec Jacques Chaban-Delmas, qui avait été un discours marquant de l'entrée de Jacques Chaban-Delmas dans ses fonctions. Je vous demande de le relire. C'était un discours dans lequel il y avait à peu près tout de ce dont nous avons besoin ou de ce dont nous aurions eu besoin pour que notre pays trouve le chemin qui est le sien. Voilà ce que j'ai cru. Et ce que je n'avais pas anticipé, je le dis, c'est que l'action de l'État, aujourd'hui, elle soit focalisée sur le Parti socialiste, sur les courants du Parti socialiste, sur les alliés du Parti socialiste, sur les satellites du Parti socialiste et les états d'âme de ces différentes nuances, sensibilités et éventails qui sont au sommet de l'État. La vérité, c'est que pour moi, le président de la République ne doit pas être l'homme d'un parti, il doit être l'homme d'un pays. Et c'est parce qu'il doit être l'homme d'un pays. Et en plus, s'il pouvait mettre un peu d'ordre dans son gouvernement, et qu'on ne nous serve pas la mise en scène. Je dis mise en scène parce que je n'arrive pas à penser que ce soit authentique. La mise en scène des affrontements entre Madame Duflot et Manuel Valls, je n'arrive pas à penser que ça soit authentique. Parce que qu'un ministre de premier plan attaque le ministre de l'Intérieur pour, entre guillemets, manquer au pacte républicain du pays, alors si c'était vrai, ça serait une crise majeure et une faute majeure de la part du président de la République de ne pas trancher directement cette question. Donc, je crains qu'il n'y ait une mise en scène, un jeu. D'ailleurs, le ministre des Relations avec le Parlement a dit cette phrase, entre guillemets, je m'adresse à une de ses amies, et donc, non, parce que Geneviève Darrieussecq a battu le dit ministre dans une élection très importante, et donc... Le ministre des Relations avec le Parlement a dit « chacun est dans son rôle ». Donc c'est un jeu. Il joue et c'est nous qui sommes joués. Eh bien, nous en avons marre d'être joués et d'être roulés et nous voudrions qu'au sommet de l'État, il y ait la franchise nécessaire au contrat civique dont on a besoin dans un pays. Alors, je viens de prononcer le mot de réformiste, et c'est en réformiste, et même au nom des courants réformistes du pays, que je voudrais m'exprimer à cette tribune. C'est une race politique à part, les réformistes. Ce sont ceux qui pensent que l'action de construction ne s'arrête jamais. Ce sont ceux qui ont la philosophie que ce qui est utile au bien commun, il n'est jamais trop tôt pour le faire, et même qu'il n'est jamais trop tard quand on a manqué à plusieurs reprises de le faire, que marcher, ça se fait en additionnant les pas. Ça, les réformistes. Ceux qui ne croient pas aux révolutions,
mais ceux qui pensent que la conviction, l'intelligence, peut-être le bon sens, à certains moments, peut faire que les hommes prennent en main leur destin et qu'ils fassent bouger leur pays. C'est ça les réformistes. Eh bien, les réformistes, ils ont une caractéristique. Et je me dirige maintenant vers le centre dont nous avons la charge. Les réformistes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils refusent l'idée que la vie politique, ça soit un camp contre l'autre camp. Ils refusent l'idée, les réformistes, que ce soit toujours mon camp a raison et l'autre camp a tort. Et que la politique, ça soit la guerre d'un clan ou deux clans les uns contre les autres. Ils pensent que, au contraire, la politique, ça se fait en entendant les sensibilités différentes. Ils pensent que c'est une construction de tous les jours. Il y a une très belle expression, vous savez, du grand Ernest Renan, qui disait à la fin du XIXe siècle que la nation, c'est un plébiscite quotidien. Ça veut dire que tous les jours, on l'a choisi. On choisit d'y appartenir, on choisit d'en être un citoyen, d'en être un membre de cette nation. Eh bien, c'est un plébiscite quotidien, et nous ajoutons un travail quotidien, un effort quotidien, et qu'on ne peut conduire cette construction, ce travail et ce plébiscite que dans la concitoyenneté, c'est-à-dire en considérant que les autres sont aussi citoyens et aussi responsables que vous l'êtes. Alors je ne méconnais pas l'importance des identités politiques. Je sais très bien qu'il y a des Français, peut-être qu'il y en a dans cette salle, qui sont, j'allais dire viscéralement, qui sont de gauche par leur enracinement, par toutes leurs fibres, par toutes, on dirait, leurs tripes. Ils sont comme ça, ils ont grandi comme ça. Il y a de l'identité dans ces choses. Il y a des parents, il y a quelquefois un grand-père. Je racontais l'autre soir, on était à huis clos, je racontais le petit garçon que nous avons croisé boulevard Saint-Germain. Il était avec son grand-père qui était largement septuagénaire, mais tout à fait vigoureux. Je ne sais pas pourquoi je dis « mais tout à fait vigoureux » d'ailleurs, c'est complètement ridicule. Au temps où nous sommes, c'est complètement ridicule. Donc, il était septuagénaire, donc tout à fait vigoureux. Et il me dit « bonjour », on s'arrête, je lui demande comment s'appelle son petit-fils, et on parle. Il me dit « vous voyez, monsieur, moi je suis de gauche. » Il me montre les boutiques. Je viens lui montrer ce que c'est le capital. Et je suis sûr que ce petit garçon-là, on lui fabrique quelque chose qui est un héritage, une identité. Et c'est la même chose pour la droite. Je ne méconnais pas ce qu'il y a d'idées de l'honneur, d'idées de la patrie, d'idées quelquefois de la liberté individuelle dans les identités de droite. Je sais très bien que ça existe et que c'est très très important. Ma seule, comment dirais-je, réserve, c'est qu'il arrive très souvent que ceux de droite veuillent une droite toujours plus à droite, et ceux de gauche, une gauche toujours plus à gauche, pour être fidèles d'une certaine manière à un idéal rêvé, mais qui ne peut pas aider une société à se former et un pays à sortir de la crise. Et c'est pourquoi nous ne considérons pas... C'est pourquoi nous qui reconnaissons ces identités, nous ne considérons pas que la politique doit être organisée comme une guerre entre deux camps irréconciliables, parce que tout ça, c'est toujours la même chose. Ce sont des guerres de religion. Et les guerres de religion, il n'y a rien de pire pour un pays, j'en dirai un mot tout à l'heure, et il n'y a rien de pire dans le monde. Et donc cette nécessité-là qu'on essaie de comprendre dans cet enracinement ce qui est légitime et authentique, et aussi qu'il peut y avoir un autre point de vue. Parce que nous, alors je reviens à cette famille du centre, des réformistes du centre. Nous, qui sommes-nous? Quelle est notre ascendance, au fond?
D'où venons-nous? Alors je vais au moins citer deux noms du XVIe siècle. Un qui est un très bon copain à moi, et l'autre que j'aime en ami et en voisin. Nous sommes de la famille de ces deux hommes qui, au XVIe siècle, ont essayé de sortir des guerres de religion. Nous sommes de la famille de Montaigne et nous sommes de la famille d'Henri IV. Et nous, dans cette famille, qui avons cette sensibilité-là, puis alors, on peut parcourir le temps, je ne le ferai pas, mais on peut parfaitement montrer que le général de Gaulle, par exemple, il essayait de dépasser les camps. Alors il le faisait vigoureusement, naturellement. Et Giscard, il a essayé de dépasser les camps. Et j'en témoigne, Barre, il a essayé de dépasser les camps. C'est pour dire qu'il y en a au debout du temps de ceux qui pensent qu'on a besoin, que pour construire, on a besoin de se comprendre et de travailler ensemble. Alors nous pensons que, au fond, notre affirmation la plus importante, j'allais presque dire notre article de foi, de conviction le plus important, c'est que pour un pays, le plus important, spécialement en temps de crise, c'est son unité. Il y a d'un côté ceux qui défendent les divisions comme le moteur même de la politique, et ceux qui, au contraire, veulent que la politique aille, si c'est possible et chaque fois que c'est possible, vers l'unité d'un pays. Spécialement cette unité pour un pays pour un pays comme la France, qui est une nation. C'est-à-dire, et spécialement en temps de crise, pour un pays qui doit affronter, lier, souder les tempêtes du monde et les difficultés qu'on rencontre et qui voit vaciller tous les cadres, qui fait qu'on pensait qu'il y avait des choses éternelles et qui ne changeraient pas dans une société et dans un pays. Et c'est précisément sur ce sujet-là que je me suis séparé d'avec Nicolas Sarkozy. Parce que pour moi, cette idée d'unité, elle est si importante, elle est si essentielle, que la ligne rouge, c'est celle qui me sépare de tous ceux, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans la politique française, qui font de l'affrontement des Français entre eux la rampe de lancement et le carburant de leur action politique. Eh bien, je crois au contraire qu'on peut avoir des idées différentes, des trajectoires politiques différentes, des étiquettes différentes, mais que nous sommes concitoyens du même pays et co-responsables de son avenir. Et c'est une vision qui fait de nous un courant, une sensibilité originale et nécessaire dans la vie politique française. Et je veux vous dire quelque chose. Contrairement aux caricatures qu'on en fait quelquefois, l'unité, nous qui sommes le parti de l'unité, l'unité, ça n'est pas le compromis perpétuel. L'unité s'accommode, et même elle exige, l'audace dans la vision, le courage dans la décision, parfois la nécessité d'aller à contre-courant. Mais cette mission d'unité, elle fait qu'on ne met jamais la politique et les décisions à prendre et le courage à manifester au service d'un camp, d'une fraction ou d'une faction. Elle exige qu'on ne regarde pas une partie du pays comme l'adversaire à abattre et comme l'ennemi de la nation. Je veux ajouter que l'unité de la nation, elle ne s'exprime pas seulement entre contemporains, elle s'exprime aussi dans son histoire. En comprenant ce que ceux qui vous ont précédé ont fait du pays, de cette maison commune. C'est pour moi, ça a été un élément très important du jugement que j'ai porté sur l'action que la France a voulu mener en Syrie. Parce que si nous réfléchissons à
à ce patrimoine, à ce message de la France dans le temps, alors nous devons nous souvenir que la responsabilité de la France, spécialement dans cette région du monde, c'est la protection des minorités ethniques et des minorités religieuses, que ce soit les minorités musulmanes ou les minorités chrétiennes, et je pense aux minorités chrétiennes spécialement ciblées aujourd'hui. La France a un message pour le monde. Et ce message, c'est que la religion est respectable, respectée, précieuse pour ceux qui la vivent, mais que la religion ne peut pas prendre la mainmise sur tous les aspects de la vie d'une société et tous les aspects de la vie d'un État. Nous avons comme message au monde cette idée qu'il n'y a pas de droit de l'homme sans liberté de conscience, sans liberté d'opinion, sans liberté de religion, sans liberté de changer de religion, sans autonomie de la sphère privée et sans vie de famille protégée. Ceux qui ne respectent pas cela, ce sont des dictatures, et ce sont des dictatures pires que toutes les autres dictatures, parce qu'elles sont sans recours et sans appel, puisqu'on prétend qu'elles viennent non pas des hommes, mais de Dieu. Et c'est pourquoi le message le plus important de la France au monde, et je dis cela moi qui suis croyant, le message le plus important de la France au monde, c'est une certaine idée de la laïcité. Et l'attachement à la laïcité est inséparable de la protection de ces biens précieux que sont les opinions, les idées, les convictions, la foi ou l'absence de foi, et que la protection de ceux qui sont des minorités dans leur pays et qui autrement risquent de devenir des victimes. Il faut que nous ayons en tête que c'est à nous de défendre ceux qui sont victimes aujourd'hui. Je pense en particulier aux communautés chrétiennes. À Peshawar, c'est une église chrétienne que l'on a ciblée dans un attentat aveugle à la voiture piégée qui a fait près 80 victimes ou davantage et des dizaines de blessés. À Nairobi, dans l'attaque contre ce centre commercial, les journaux ont écrit qu'on avait demandé leur religion aux gens avant de décider si on allait les abattre ou ne pas les abattre. En Égypte, les églises coptes, des dizaines et des dizaines d'églises coptes ont été brûlées et ceux qui les fréquentaient ont été attaqués. Eh bien, ce sont nos frères, pas par la religion, ce sont nos frères par l'humanité qui est chez eux persécutée. Et la mission de la France est de les défendre comme elle défend partout dans le monde les militants de la démocratie. Il y a une vague en marche dans le monde qui a déclaré la guerre au pluralisme religieux, au pluralisme philosophique, au pluralisme politique, avec, si nous osons dire la vérité, de très grandes puissances économiques et financières et politiques qui viennent en soutien de ces assauts. Et ne vous trompez pas, la victime, peut-être la première chez nous, la victime collatérale de cette vague fondamentaliste et djihadiste, la victime immédiate, c'est l'islam et ce sont les musulmans de France. C'est l'image de l'islam et les pratiquants de l'islam qui se trouvent attaqués et blessés et soupçonnés et regardés en coin. Et les plus pacifiques et les plus apaisés et les plus humanistes et les plus intégrés, comme on dit, à supposer que l'intégration ce soit ça, des musulmans, sont victimes, eux aussi, elles aussi, et d'abord, eux aussi et elles aussi. Voilà pourquoi la France est une unité. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui évidemment cette question sur notre agenda politique, cette question européenne, parce que nous considérons qu'il y a aussi la même solidarité entre les nations européennes. Alors je vais
le dire très vite parce qu'on aura l'occasion de revenir évidemment à cette affaire. Nous allons avoir dans les mois qui viennent une responsabilité historique, sans doute la plus lourde, la plus impressionnante, la plus difficile, qui ait jamais été portée par un mouvement politique dans un pays comme le nôtre. Nous allons porter le drapeau que personne ne veut plus porter, c'est-à-dire le drapeau aux 12 étoiles. Et ne nous payons pas de mots, et ce n'est pas un hasard, Marielle a eu tout à fait raison de le dire, que la leader du parti d'extrême droite dise que sa première décision, quand elle sera élue, ça sera de décrocher le drapeau européen, le drapeau bleu aux 12 étoiles des monuments publics en France. Ce n'est pas un accident. Ça veut dire que précisément là, il y a quelque chose qui tient au destin de la nation, et notre affirmation à nous, c'est qu'il n'y a pas de destin de la nation séparé des nations qui nous entourent. Notre destin, c'est le même que le leur, ou c'est avec eux que nous allons construire notre destin. Alors ne nous payons pas de mots. L'idéal européen, l'idée d'Europe, le projet de l'Union est aujourd'hui rejeté par une part importante des peuples et particulièrement par une part importante du peuple qui a le plus fait pour que l'Europe existe, c'est-à-dire le peuple français. On a entendu parler hier soir de cette vague de méfiance, de cette vague de rancœur, parfois de cette vague de rage. C'est le projet le plus important, le plus nécessaire pour que la France, comme tous ses partenaires, mais la France d'abord, ait les forces et le soutien pour affronter les désordres du monde. Et ce projet est aujourd'hui mal aimé et assiégé. Ce qui donne toute la dimension à notre mission, à l'ampleur de notre tâche. Ce qui est le plus difficile, c'est que nous savons de manière certaine que ce mouvement de désaffection, il n'est pas, hélas, seulement nourri de mauvaises raisons. Il est nourri, hélas, de bonnes raisons ou de raisons justifiées. J'ai été très frappé que dans le débat sur l'Europe que nous avons eu hier avec les plus éminents des Européens, des hommes politiques, des journalistes qui sont défenseurs de l'Europe enracinée, fondée, reconnue, c'est que la phrase qui est revenue le plus souvent, c'est « l'Europe marche sur la tête ». Eh bien, cette affirmation, ce constat, il dicte notre devoir. L'Europe, il faut la refonder. Il faut commencer par le commencement, par les fondations. Et je vous propose que nous mettions dans notre réflexion, comme article premier de cette refondation de l'Europe, la refondation du contrat civique européen. Parce que c'est de notre vie qu'il s'agit et que les décisions prises dans les institutions européennes, à Bruxelles comme on dit, ou à Strasbourg, où l'absence de décision, c'est notre vie qu'elle concerne. C'est celle de nos enfants et c'est nos enfants ou petits frères qui vont les assumer. Par exemple en travail, par exemple en chômage, par exemple en rayonnement de leur pays. C'est pourquoi nous, citoyens européens, nous, peuples européens, avons le droit d'être entendus. Quand Mme Reding, en une seule déclaration, au ton déplacé de donneur de leçons, admoneste la France sur le difficile problème des Roms, alors tous les Français ont le sentiment que celle qui parle le fait sans avoir la légitimité et pas non plus la sensibilité qui fonde l'autorité. Et ils ont envie de dire, vous, à Bruxelles, quand vous nous donnez des leçons, que faites-vous pour nous aider? Où va l'argent que vous avez soi-disant fléché? Que contrôlez-vous, ou plutôt quelle responsabilité exercez-vous face aux trafiquants, face aux mafias, face à tous ceux qui exploitent la misère de ce monde et face aux discriminations? Ils ressentent trop souvent que ces institutions soient lointaines et étrangères. Or, la question européenne ne progressera que si nous trouvons des institutions et même un Bruxelles attentif et proche aux préoccupations des peuples. Nous avons le droit et le devoir
d'être regardés en citoyens. Nous avons le droit de savoir, d'être associés, d'être informés. Parce que nous ne le sommes pas. Il n'y en a pas un dans cette salle, je mets à part les députés européens, je ne mets même pas à part les parlementaires nationaux. Il n'y en a pas un dans cette salle, aussi passionné qu'il soit, aussi informé qu'il soit. Il n'y en a pas un qui sache ce qui est aujourd'hui discuté vraiment à Bruxelles, ce qu'on prépare, quels sont les arguments échangés. Nous ne savons même pas, nous, citoyens français, quelles sont les positions que défend le président de la République française lorsque se réunit le Conseil européen pour les décisions les plus importantes de notre avenir. Voilà, au-delà de toutes les autres questions que nous traiterons, toutes celles qui concernent le budget, la diplomatie, la défense, la question du développement, la question si capitale à mes yeux, de l'aménagement du territoire européen, parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie européenne si vous n'avez pas un aménagement du territoire, autrement l'activité se concentre dans certaines zones et les autres deviennent désertiques. Donc il faut une politique d'aménagement du territoire, donc il faut une légitimité politique, mais il n'y a pas de légitimité politique s'il n'y a pas de légitimité démocratique. Ça veut dire que la démocratie, ça se fait au vu et au su, avec l'information et la participation de ceux qui sont la source de la légitimité, c'est-à-dire les citoyens européens. Ce sera pour nous la première question et peut-être la question principale. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, c'est évidemment sur le sujet qui a été le sujet principal de cette rencontre, c'est-à-dire sur l'unité que nous souhaitons du centre en France. Ça a été le sujet politique de cette université de rentrée et j'ai essayé de le montrer. C'est un sujet qui intervient à un moment lourd de dangers et de risques pour notre pays. La réconciliation, puis le rapprochement, puis le rassemblement et la réunion des forces dispersées du centre français, c'est la réponse que nous devons à la France pour que nous puissions servir la refondation de notre pays. C'est la réponse que nous devons. À notre place, sans nous lancer dans l'exaltation, nous savons très bien que nous sommes un des courants politiques principaux, mais un des courants politiques principaux du pays. Dans un paysage politique où tout explose, si nous sommes à la hauteur de notre responsabilité, il y aura au moins un lieu où l'on se rassemblera, sans obsession de rivalité, en acceptant les nuances et les différences entre nous, mais sans ruse et sans jeu de courants mortifères, avec estime réciproque, avec, je défendrai cette idée, avec bienveillance réciproque. Et ce rassemblement au moment où tout explose, regardez les Verts. J'en profite au passage pour dire que nous avons, chez nous, pour tous ceux qui sont en France des écologistes de conviction, et même des écologistes fervents, nous avons dans nos rangs, au MoDem et aussi à l'UDI, des responsables politiques de premier plan. Jean-Luc Benamias est au premier plan, Yann Wirling est au premier rang. Et dans les rangs du MoDem, il y a Chantal Joanneau, et Jean-Louis Borloo a eu une expérience... Dans les rangs de l'UDI, il y a Chantal Joanneau et Jean-Louis Borloo qui a occupé cette responsabilité. Et tous ensemble, évidemment, ils ont quelque chose à dire sur les débats qui tiennent à l'importance de l'écologie dans notre pays. Nous avons authentiquement cette force et cette puissance et cette capacité de traiter ces sujets au moment où, dans l'écologie, le parti de l'écologie politique, tout explose. Donc je disais, dans un paysage où tout explose, ce rassemblement sera un message pour la France et pas seulement pour un parti ou pour un courant politique. Ce sera un message pour la France parce que ça signifiera qu'il existe
des responsables politiques, femmes et hommes, qui sont prêts à mettre au second plan leur intérêt personnel pour mettre au premier plan l'intérêt général du pays. Alors pendant longtemps, ça n'a pas été possible, pour toutes les raisons que nous savons, pour tous les combats internes, pour tous les combats électoraux, parce que c'est principalement les réalités électorales qui nous ont séparés. Ce n'est pas les convictions, pas les idées, c'est même pas l'antipathie entre nous. Il y avait toujours ou assez souvent de la sympathie, mais ce qui nous a séparés, ce sont les élections. Eh bien, je veux vous dire ma conviction qu'aujourd'hui c'est possible. Les esprits ont mûri et les temps ont changé. Nous avons tous, nous aussi, fait nos expériences. Alors je ne veux pas dire comme le poète que nous sommes revenus pleins d'usage et raison, et en tout cas pas pour vivre entre nos parents le reste de notre âge. Nous sommes venus pour refonder, pour créer, pour procréer, je parle intellectuellement. Le reste, vous en serez juge. Et donc, pour créer, inventer, construire, et construire la maison nouvelle, et porter la proposition nouvelle dont la France a besoin. Car c'est, pour moi, la conviction principale. Je crois que cette rencontre que nous choisissons, elle peut faire naître une pensée nouvelle, Car, comme le grand théoricien Gramsci, nous croyons que les combats politiques sont d'abord des combats intellectuels et culturels. Jean-Louis Borloo et moi, celles et ceux qui m'entourent et celles et ceux qui l'entourent, parce que ce n'est pas seulement, même si c'est simplifiable comme ça en une photo, ce n'est pas seulement une affaire pour deux hommes, deux responsables politiques, c'est une entreprise nouvelle à plusieurs, dont il s'agit de faire naître une équipe qui soit une équipe compétente et reconnue, ce dont, évidemment, les uns et les autres ont manqué. Alors je disais, Jean-Louis Borloo et moi, et les équipes qui nous entourent, bien sûr, nous sommes différents. Notre manière de vivre, de voir le monde, peut-être aussi de vivre, j'en sais rien, notre manière de voir le monde n'est sans doute pas la même. Les caractères ne sont pas les mêmes. Nos chemins n'ont pas été les mêmes. Il a expérimenté la participation et l'association dans la majorité et dans le gouvernement, et moi, j'ai expérimenté l'indépendance farouche et même la solitude. Et je vais vous faire une confidence, loin de la redouter, cette solitude, je l'ai aimée. Je l'ai aimée avec vous et avec des millions de Français, parce que lorsque la solitude est la conséquence d'un choix sur l'essentiel, il n'y a aucune raison de la craindre. Lorsqu'elle est la conséquence de ce que vous avez de plus profond, de vos raisons de vivre, elle n'est pas une épreuve, elle est une force, elle est une veillée d'armes. Et je vous le dis, si vous avez des convictions chevillées au corps, vous n'avez rien à craindre de ce genre d'épreuve. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry a écrit à peu près avant moi, a écrit avant moi, mais je le cite à peu près, si vous ne connaissez pas l'aridité des déserts, vous ne pourrez pas connaître le goût des oasis. Et si nous n'avions pas tenu bon durant ces années, si nous n'avions pas été aussi volontairement et de manière décidée et presque invulnérable, si nous n'avions pas été à ce point indépendants, à ce point libres, il n'y aurait pas aujourd'hui de regroupement du centre, parce qu'il n'y aurait plus de centre. Alors on me dit quelquefois, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez apporter à ce nouvel ensemble? Eh bien, ce que nous apportons à cet ensemble nouvel, à cette force nouvelle du centre, c'est la garantie que le mot indépendance n'est pas un vain mot.
Et quand quelqu'un voudra devant vous, car il y en aura, mettre en doute l'indépendance du centre, par exemple en vous répétant cette vieille antienne, oui, on sait bien, le centre c'est ni à gauche, eh bien vous le regarderez bien dans les yeux et vous lui répondrez ceci: l'indépendance, vous en parlez, mais nous ne nous sommes pas contentés d'en parler. L'indépendance, nous l'avons pratiquée et prouvée, comme personne, jamais avant nous, ne l'avait fait dans la Ve République. Nous étions au rendez-vous, c'est vous qui n'y étiez pas. Voilà notre apport à la force nouvelle. Nous sommes, je l'ai dit, des opposants et j'ai dit pourquoi, mais nous sommes des opposants différents et des opposants constructifs. Nous refusons le systématisme. Il y a une histoire drôle, je peux en mettre une dans le discours. Il y a une histoire que j'adore. C'est un personnage truculent qui était à la fois prêtre et député-maire de Dijon. C'est le chanoine Kir. Peut-être les plus jeunes ne le connaissent que sous forme liquide. Mais, parce qu'il est l'inventeur du mélange, vous savez. Et donc, le chanoine Kir était un personnage absolument truculent, bourguignon, avec l'accent bourguignon. Il siégeait, déjà lui, chez les non-inscrits. Et un jour, il y avait des votes, il y avait toute une série de votes très importants. Et il était obligé de rentrer à Dijon et il avise un jeune homme qui était là, qui a disparu maintenant, qui a joué un rôle dans la politique française à gauche, qui s'appelait Robert Fabre. Et il lui dit Robert, j'ai laissé, je voudrais que tu votes pour moi, j'ai laissé, pardon si je ne sais pas faire l'accent bourguignon, je demanderai des conseils à Françoise Sauvadet qui ne manquera pas de me les donner. Et donc... Et à quelques autres, parce qu'il y a des bourguignons dans la salle. Et donc, il dit, j'ai laissé vote par vote, amendement par amendement, des instructions absolument précises dans ton casier. Je te demande de les suivre sans manquer à une seule. Alors Robert Fabre, tout intimidé par la personnalité du chanoine Kir, fonce dans son casier, il ouvre l'enveloppe, il y a une feuille à l'intérieur, il y a écrit « Je vote contre tout ». Eh bien, l'opposition systématique trop souvent pratiquée en France, c'est ça. Et nous n'avons pas l'intention de la pratiquer, nous voulons être constructifs. Et je veux finir sur la question si importante des alliances, qu'on nous oppose, sur laquelle on nous interroge assez souvent. Je veux vous dire ceci. Si je vois bien, j'en ai parlé longuement, la glaciation qui s'est passée à gauche. Mais donc... je vois bien que si la vie politique demeure ce qu'elle est, les alliances sont absolument obligatoires et je considère que c'est bien, que c'est bon et que c'est profitable. Je ne vais pas défendre la coalition en Allemagne pour critiquer le fait qu'il faille des alliances en France. Donc il faut des alliances. Je veux vous dire ceci qui est pour moi très clair. Si la droite républicaine est sur ses fondamentaux, qui sont pour moi républicains avant d'être de droite, qui croit à la fraternité autant qu'à la liberté, alors il n'y a entre nous aucune question de compatibilité et même il y a une naturelle complémentarité. Comme il y aurait une naturelle complémentarité, j'aurais envie d'écrire comme il y aura une naturelle complémentarité, mais comme je ne suis pas sûr de moi, avec une affirmation social-démocrate rénovée, enfin fière d'elle-même, le jour où elle reniera la glaciation où pour l'instant elle est enfermée. Mais je vous dis mes limites, en tout cas les miennes. On ne peut pas construire un pays, un peuple, une nation, une république
sur l'affrontement systématique, sur l'excitation des passions et sur le déchirement du tissu social. Les valeurs républicaines sont notre garantie et nous sommes la garantie qu'il n'y aura aucun jeu d'alliance automatique qui nous entraînera dans des complaisances dont nous ne voulons pas. Cette garantie-là, nous l'apporterons et nous l'exercerons. Il y en a une deuxième, c'est que nous demandons qu'on n'enferme pas la totalité de la vie politique française dans le jeu des étiquettes contre étiquettes et des camps contre des camps. Nous sommes de ceux qui croyons, comme beaucoup de démocrates dans ce pays, à coup sûr comme beaucoup de démocrates dans les petites villes, que c'est mieux lorsqu'on fait des équipes pour les élections locales en associant des sensibilités différentes au sein d'équipes locales pour faire des majorités locales. C'est notre plus-value, c'est notre manière de voir les choses. Ça n'empêche pas qu'on soit dans la quasi-totalité des cas en accord avec nos partenaires de l'UDI. On l'a vérifié, 80-90%. Mais cependant, conservons cette affirmation que la vie locale mérite mieux que d'être la proie des affrontements partisans nationaux camp contre camp. Voilà les garanties que nous apportons. Voilà la certitude. Oui, vous pouvez l'applaudir, parce que ça c'est bien. Voilà notre vision des choses. Nous sommes partisans et volontaires de l'unité du centre, de l'unité du pays, et avec une vision sur ce que l'Europe, qui est un facteur d'unité en elle-même, devrait être. Nous sommes des partisans et des défenseurs de l'unité. Nous avons décidé tous ensemble, aujourd'hui, votre présence nombreuse et votre chaleur, je ne parle pas de température seulement, le montre. Nous avons décidé d'être les acteurs du seul rassemblement politique nouveau, dans un monde où tous les partis politiques explosent, du seul rassemblement politique, de la force politique nouvelle, qui peut seul rendre un espoir à tous les citoyens français désespérés et qui peut seul empêcher qu'ils se précipitent vers des aventures qui seraient si dangereuses pour eux et pour leurs enfants que nous avons décidé de les leur éviter. Voilà le message de Guidel, voilà l'unité que nous avons décidée. Merci à tous. Qu'est-ce qui s'est chanté parmi vous? Qu'est-ce qui s'est bien chanté? Qui s'est chanté la Marseillaise? Qui s'est chanté la Marseillaise? Qui s'est chanté la Marseillaise? Allons-y. François Bayrou, le président du MoDem, a donc conclu l'université de rentrée de son parti qui se tenait depuis 3 jours à Guidel-Plage dans le Morbihan. Nous continuerons à suivre ce qu'il se passe au centre sur les chaînes parlementaires puisque demain, à partir de 17 h, je vous retrouve en compagnie de Thomas Soulier pour suivre en direct la journée parlementaire des centristes qui aura lieu à Vincennes. Rendez-vous donc demain 17 h. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires. La politique se lève tôt sur LCP. Chaque matin, je vous retrouve de 8h30 à 9h30. Parlementaire, c'est tous les jours sur LCP. 2h30 pendant lesquelles nous allons ensemble décrypter, analyser, commenter. On parle ce soir évidemment de ce sujet avec vous. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut revenir sur ce texte. Vos rendez-vous d'information politique, c'est du lundi au vendredi à 8h30, 14h et 19h30. Salut
Salut à tous, vous êtes bien sur LCP et c'est bien votre nouveau rendez-vous du week-end grand écran en partenariat avec le Journal du Dimanche. Chaque week-end, un film ou un documentaire à regarder en famille ou pas. Un film pour se divertir mais surtout pour réfléchir qui sera toujours suivi d'un débat. Et on ouvre le bal aujourd'hui et on en est particulièrement heureux avec Entre les murs, le film événement bien sûr du Festival de Cannes de 2008, la Palme d'Or, rien que ça de cette année-là. Entre les murs ou la vie quotidienne d'un jeune prof de français dans une classe de 4e d'un collège du 20e arrondissement parisien. Un film qui en seulement 2 heures dit beaucoup de cette école de la République qu'on dit un peu malade. Cette école où l'on doit gérer à la fois la mixité sociale des élèves, un rapport de plus en plus compliqué à l'autorité, des profs frustrés, des parents inquiets. Autant de problèmes dont on parlera après le film avec notamment la ministre déléguée à la réussite éducative, Georges Paul Angevin, et c'est d'actualité bien sûr. En ces temps de rentrée